Il arrive quelquefois qu'un honnête homme qui croit dire une banalité n'est pas au courant que la banalité d'hier est devenue la transgression du moment. Un homme accouche? Hein? Imaginez le système de contrainte mentale d'un homme qui veut à tout prix être de gauche. Il est de gauche, mais c'est plus ça la gauche, mais c'était ça la gauche, ça pourrait redevenir ça la gauche. Et il est hypnotisé par un mot qui véritablement déstructure sa pensée. Bienvenue sur Feméliste. Feméliste, Feméliste, Feméliste. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent déranger, bousculer et inspirer. Aujourd'hui, sur Feméliste, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Bock-Côté. Visage emblématique de CNews, il se distingue instantanément par son chaleureux accent québécois. Dans son émission Face à Bock-Côté et dans Face à l'info du lundi au jeudi, il propose un décryptage musclé de l'actualité des deux côtés de l'Atlantique. Ce rendez-vous télévisé est pour beaucoup un souffle de liberté, un lieu où il est possible d'aborder des sujets qui sont souvent censurés ailleurs. Bock-Côté nous semble toujours avoir une petite longueur d'avance. Les idées progressistes outre-Atlantique finissent tôt ou tard par arriver en France, et avec son double regard franco-canadien, il les comprend rapidement et nous en alerte. Mathieu Bock-Côté est également docteur en sociologie, essayiste et auteur de nombreux ouvrages. Nous avons eu envie de le recevoir pour parler de son livre « L'Empire du politiquement correct », parce que ce sujet résonne avec notre expérience personnelle. Nous avons constaté que des phrases aussi simples que « être une femme est une réalité biologique » sont devenues très politiquement incorrectes dans certains cercles. Nous avons vécu la cancel culture, le rejet de la gauche, et nous avons été étiquetés extrême droite, tout ça parce que nous ne sommes apparemment plus politiquement corrects. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment ce type de mécanismes se mettent-ils en place ? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre avec l'aide de Mathieu Bock-Côté. Ensemble, nous discuterons de la manière dont se dessinent les contours du politiquement correct. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence. On avait une première question. Quels sont les sujets pour vous les plus politiquement incorrects du moment en France ? De quoi est-ce qu'il est difficile de parler ? Qu'est-ce qui ne peut pas être remis en question aujourd'hui ? Quels sujets doivent être laissés de côté ? Enfin, je pense que je poserai la question en posant la question des dogmes qui constituent l'époque. Et tout ce qui touche les questions identitaires, quoi qu'on en dise, bien qu'on entende une critique publique, il y a une forme d'institutionnalisation, de dogmes nouveaux, de sacralisation. Donc, ce qui touche généralement la question de l'identité aujourd'hui. Donc, globalement, la fameuse question de l'identité de genre, qui vous est familière, pourquoi est-elle aussi importante? Parce que c'est sur cette question que bute, en fait, toute l'idéologie de l'époque. La question, le genre, nous dit, c'est le point culminant, en fait, d'une modernité fondamentaliste et fanatique, qui nous dit l'être humain peut devenir à lui-même son propre Dieu. Il peut s'auto-engendrer. C'est la tentation démiurgique des modernes. Je peux me créer moi-même. Ça, c'est la tentation forte des modernes. Les modernes n'aiment ni la limite, ni l'héritage, ni le donner, ni ce qui vient entraver la possibilité pour l'être humain de se dire « je suis à moi-même ma propre créature intégrale ». Et là, on tombe sur cette donnée insurmontable qui est l'identité sexuée. Et la nature sexuelle de l'humanité est un obstacle sur le chemin de l'utopie d'une société qui serait intégralement programmable, qu'on pourrait intégralement reconstruire sans tenir compte du donné, des limites et de l'héritage. Et dès lors, je pense qu'on est ici avec un dogme absolument central. Et un deuxième, c'est la question de la définition d'un peuple. Alors, un peuple, quoi qu'on en dise, ce n'est pas qu'une association de gens qui ont les mêmes valeurs. D'ailleurs, je dirais même que le propre d'un peuple, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Il y a des gens qui sont davantage portés sur la liberté, d'autres sur l'égalité, certains sont davantage portés sur la transmission, le patrimoine, d'autres sont plus créatifs. Donc, un peuple. Mais aujourd'hui, parce qu'on est dans une logique contractualiste, une forme le point d'aboutissement du contractualisme moderne, qui, encore une fois, veut chasser l'héritage, veut chasser la mémoire, veut chasser l'involontaire, eh bien, on définit la nation ou le peuple strictement en termes, donc, de le contractualisme républicain. Et dès lors qu'on rappelle une chose, c'est-à-dire un peuple, c'est une communauté de culture inscrite dans le temps long, à laquelle peuvent se greffer des individus venant de l'extérieur, mais passer d'un peuple à l'autre, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas un simple décret administratif. L'assimilation ça ne relève pas seulement de l'adhésion à une série de valeurs, mais c'est aussi s'approprier des mœurs, une culture, une mémoire. C'est apprendre à dire « nous » avec la société qui nous accueille. Ça ne va pas de soi, ça. Or, nos contemporains, mais en France, mais comme ailleurs, je dirais, on a voulu réduire la nationalité à sa dimension administrative et juridique. Et ce qu'on peine à comprendre, c'est qu'un peuple, c'est comme je l'ai dit, une communauté inscrite dans le temps long de l'histoire,
Et il n'y a pas d'interchangeabilité des populations. Je veux dire, les modernes sont passés de la diversité des peuples et des civilisations à l'interchangeabilité des populations, ce qui facilite ensuite dans leur esprit les transferts migratoires comme on les connaît aujourd'hui. Or, ce n'est pas conforme à la réalité, c'est simplement faux. Et dès lors, je pense que la définition de la nation est assurément, ou du peuple, est assurément une des questions centrales, des tabous de l'époque. Ensuite, il y en a probablement un autre élément, mais là, c'est le Nord-Américain qui parle. Je suis fasciné par la capacité qu'ont les Européens en général, et peut-être les Français en particulier, à transformer toute forme de désaccord idéologique substantiel en délit. Combien de fois ai-je entendu à propos de tel ou tel sujet « Ah, ça, c'est pas une opinion, c'est un délit ». C'est une opinion. Factuellement, c'est une opinion. Ensuite, on peut considérer que c'est une opinion délictueuse, mais c'est une opinion qu'on ne devrait pas avoir le droit d'exprimer dans l'espace public. Mais par exemple, quelqu'un qui dirait un homme ne peut pas devenir une femme et un homme ne peut pas accoucher. Même si une femme décide de s'appeler homme désormais et dire qu'elle peut accoucher, elle le dit, moi je dis c'est faux. Bon, vous me direz, voilà, c'est un délit, c'est la transphobie potentiellement. Donc je suis fasciné par la capacité qu'ont les Européens à codifier juridiquement, à multiplier les interdits juridiques pour restreindre le débat politique. Et de ce point de vue, il y a une forme de parenté avec l'expérience soviétique telle qu'on le connaît au XXe siècle. Et de ce point de vue, le Nord-Américain que je suis considère, et je le dis souvent à des amis français, que moi je suis, en matière de liberté d'expression, j'ai 2 interdits. La diffamation et l'appel à la violence. Pour le reste, vous pouvez tout dire, même les propos les plus odieux, même les propos les plus insensés, vous avez le droit de tout dire. Or, nous sommes dans une époque qui, aujourd'hui, au nom de la lutte contre la désinformation et contre la haine, ne cesse de multiplier les interdits au point où la France, qui se croit le pays qui a sanctuarisé le droit de blasphème, multiplie aujourd'hui les catégories qui relèvent du droit de blasphème, le droit au blasphème. Mais c'est plus un blasphème en termes religieux classiques, ce sont les dogmes de l'époque, donc l'identité de genre, donc l'interchangeabilité des peuples, donc la lecture des rapports sociaux. Et là, on crée de nouveaux blasphèmes aujourd'hui. Donc je pense qu'on est ici au cœur de ce que j'appelle le régime diversitaire, son noyau idéologique. Et comme tout régime qui est contesté par la population, parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment d'insurrection partout en Occident, le régime diversitaire, comme je l'appelle, plutôt que de tenir compte des doléances populaires et de la critique populaire, se radicalise et cherche à verrouiller plus que jamais l'espace public pour ne pas avoir à entendre ceux qui le contredisent. Alors justement, dans votre livre, vous parlez beaucoup de ce régime diversitaire. Est-ce que, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, vous pouvez un peu expliquer de quoi il s'agit? C'est quoi ce régime? Alors, la démocratie moderne pose des paramètres fondamentaux de la démocratie libérale. 2 grands principes la constituent. D'un côté, la souveraineté populaire, non pas d'un peuple indéterminé, mais d'un peuple donné. Les Polonais, les Tchèques, les Finnois, les Français, les Écossais, les Québécois. Bon, faites la liste. Et de l'autre côté, le pôle libéral. Le pôle libéral, c'est le pôle des libertés publiques. La souveraineté populaire n'est pas non plus l'autre nom d'une tyrannie de la plèbe ou d'une tyrannie de la masse. Donc, il faut être capable de poser des curseurs en fonction des libertés publiques, qui sont essentielles. Ensuite, vous avez politiquement, vous déplacez un peu la limite selon les idéologies des uns et des autres. Or, le régime diversitaire prétend accomplir la démocratie libérale tout en la trahissant. Je m'explique. Il se pose à la manière, il repose sur une révélation d'abord. Il s'inscrit dans l'histoire des religions politiques, pour reprendre la formule connue. Il pose une révélation. L'expérience occidentale, jusqu'à présent, on croyait que c'était une expérience qui était légitime, soit sous le signe d'une civilisation dans sa singularité, mais qui s'était étendue à travers le monde, soit sous le signe du libéralisme, du christianisme, d'une civilisation valable en elle-même. La révélation diversitaire arrive et dit non, fondamentalement, cette société doit se penser sous le signe de l'aliénation. Une figure satanisée apparaît, c'est l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, ça c'est vraiment le méchant. Et dès lors, les minorités qui auraient été refoulées historiquement sous la figure d'un sujet politique et civilisationnel unitaire, la France, l'Occident, les États-Unis, le Québec, l'Italie, eh bien, il faut déconstruire les figures totalisées, les figures totalisantes, donc les grandes figures de culture qui nous fédéraient, au nom des minorités qui auraient été historiquement réprimées. Donc là, et qui se rassemblent sous le parapluie revendiqué de la diversité. Le régime diversitaire, donc ça, c'est la révélation diversitaire. Il y a un avant, c'est le temps de l'homogénéité étouffante de l'Occident. Il y a un après, c'est la prise de conscience d'une civilisation qui prend conscience de la nature fondamentalement discriminatoire qui la constituait. L'Occident, finalement, est un complexe de systèmes discriminatoires qu'il faut déconstruire les uns après les autres. Donc, le patriarcat, l'hétéropatriarcat, le racisme, faites la liste de tout ce qu'on peut inventer comme concept. Et dès lors, il y a ceux qui n'ont pas pris conscience
de cette nature fondamentalement toxique de l'Occident, qui vivent dans les temps anciens, réactionnaires, extrême droite et ainsi de suite, et ceux qui ont pris conscience de cette nature fondamentalement toxique de la civilisation occidentale. Donc, non seulement ce sont les minorités, entre guillemets, parce que leurs conditions font en sorte qu'elles ressentaient ce régime dans leur chair, mais aussi leurs alliés. Leurs alliés, c'est-à-dire ceux qui appartenaient théoriquement ou sociologiquement à la majorité, mais qui ont pris conscience de leurs privilèges, qui désormais font le pari de les déconstruire pour devenir les alliés des minorités et trouver là leur légitimité. C'est un mouvement d'éveil. La formule woke n'est pas là pour rien. À partir de cette idéologie et de cette révélation, il y a une réinterprétation de l'expérience démocratique. L'expérience démocratique, dès lors, c'est un travail de déconstruction sans cesse à reprendre de toutes les formes d'institutions venues du monde pré-révélation, venues du monde pré-révélation diversitaire. Donc, il faudra déconstruire la nation, la famille, l'école, la définition de la culture générale, et la liste est longue. Donc, le régime diversitaire pense désormais la démocratie comme un régime de reconnaissance et d'extension, mais on pourrait dire sans cesse, infini, parce que ça n'arrête jamais, de toutes les minorités qui prétendent s'inscrire dans le grand récit de l'émancipation diversitaire contre le monde occidental tel qu'il était jusqu'à présent. Au cœur du régime diversitaire, il y a évidemment la contestation de la démocratie classique, la souveraineté populaire, parce que la souveraineté populaire, c'était le masque de la tyrannie de la majorité dans leur esprit. Donc, il faut reporter les structures de pouvoir, il faut qu'il y ait un transfert de souveraineté qui s'opère vers, d'un côté, les tribunaux, parce que le propre des tribunaux, c'est de singulariser toute revendication en disant cette règle est inique, cette règle est injuste, cette règle est discriminatoire. Donc, on va par le droit, on modifie la société. Le changement ne passe plus par le politique, mais par les tribunaux et par l'expertocratie ou l'administration qui, encore une fois, prétend opposer au bon sens populaire que l'on juge finalement, c'est un ramassis de préjugés, un stock de préjugés toxiques et vieux jeux. Eh bien, l'administration, quant à elle, prétend offrir un savoir, une expertise qualifiée pour modifier la société sous le signe de l'ingénierie sociale. Et de ce point de vue, vous le noterez partout en Occident, puis les médias, quant à eux, se donnent une tâche de rééducation du commun des mortels. C'est-à-dire, il y a le commun des mortels qui croit encore des choses bizarres, un homme n'est pas une femme, fondamentalement, la culture pakistanaise n'est pas immédiatement soluble dans la culture française. Bon. Eh bien, ça, il faut les rééduquer. Donc, une nouvelle fonction cléricale, en quelque sorte, qui est aussi portée par l'université. Donc, vous avez derrière l'apparence ou l'illusion d'une continuité institutionnelle, parce qu'il n'y a pas eu de révolution au sens classique du terme, il y a eu un transfert de pouvoir qui s'est opéré à partir d'une révélation religieuse qui s'est traduite en idéologie politique et à partir desquelles on soumet nos sociétés à un processus d'ingénierie sociale sans fin. Bien évidemment, le vieux monde parle encore. Beaucoup de gens continuent de croire des choses que l'on sait désormais fausses. Je reviens sur la question du genre, c'est-à-dire beaucoup de gens pensent encore qu'un homme n'accouchera jamais. Alors, c'est un problème, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on entre dans une logique de rééducation permanente et de censure. Ça nous ramène à la question première. Pourquoi, aujourd'hui, on décide de censurer ce qu'ils appellent les discours haineux et la désinformation? On nomme discours haineux toute remise en question des revendications progressistes, sociétales et diversitaires. Donc, ce n'est pas un désaccord que vous exprimez, c'est un discours haineux. Et dès lors, puisque c'est un discours haineux, il est à l'extérieur du périmètre de la parole publique légitime et il est légitime de vous sanctionner. Et parce qu'aujourd'hui, on s'inquiète aussi du fait que les gens parlent néanmoins, les réseaux sociaux se sont dégagés comme espaces de liberté qui sont extérieurs au périmètre de l'influence médiatique habituelle, il faut se demander de quelle manière reprendre le contrôle sur cet espace de parole qui se dérobe au régime et qui pourrait engendrer le fragiliser ou le faire tomber. Et bien là, on a toutes les lois aujourd'hui sur la désinformation pour empêcher des propos qui remettent en question l'idéologie diversitaire, la révélation diversitaire et le régime diversitaire. Eh bien, on cherche à censurer, à verrouiller pour éviter que cette parole ne prenne forme contre le régime. Et au final, vous avez ce qui est, à mon avis, un régime qui est porté par une tentation totalitaire forte. Je dis tentation parce qu'il y a encore suffisamment de résidus institutionnels de l'ancien monde qui permettent de résister. Ça, je pense que ça vaut la peine de le dire. Il arrive que sur un malentendu, les citoyens non réformés se permettent de voter pour un parti moralement interdit et que ça a des conséquences politiques. On l'a vu aux États-Unis, on le voit dans différents pays d'Europe. Mais fondamentalement, le régime, sa tentation, sa tendance lourde est totalitaire. Vous parlez de censure. Et la censure, pour les personnes, elle est souvent beaucoup plus facilement visible que l'autocensure.
Oui. L'autocensure, peut-être que parfois, elle peut avoir des dégâts encore plus graves parce que justement, elle est plus difficilement perceptible. Est-ce que parfois, c'est une tentation pour vous? Enfin, une tentation. Est-ce que parfois, vous vous apercevez que malgré vous, à cause de pression extérieure, vous en arrivez à l'autocensure? Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure qui existe parfois sur CNews, une forme de politiquement correct qui parfois n'est pas toujours... Alors, très honnêtement, j'en ai pas fait l'expérience pour une raison simple. Dans une société, mais c'est presque une question de fonction sociale inattendue ou involontaire. Dans toute société, certaines personnes, on se dit, bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en échange, on ne tiendra pas compte de ce qu'ils disent. Et je note, donc, dans certains cas, puis ce sont des causes perdues, en quelque sorte. On se dit, bon, par exemple, je le dis à la québécoise, parce que de mon côté de l'Atlantique, mais je reviendrai à la France un instant. En 2020, on a eu un débat très important chez nous sur la question du racisme systémique. Est-ce que le Québec devait reconnaître la légitimité du concept de racisme systémique et dire oui, le racisme systémique existe chez nous, c'est coupable, mea culpa, mea maxima culpa, puis on va se transformer pour ça. Le premier ministre du Québec, François Legault, dit non, il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Tout le système médiatique dit oui, il y a du racisme systémique au Québec, et il y en a un qui dit qu'il n'y en a pas, et c'est moi. Je prétends pas que ce soit par vertu, c'est que parce que j'aurais eu l'impression de piétiner mon âme si j'avais dit le contraire de ce que je pensais sur une question aussi fondamentale. Et qu'est-ce que je vois au fil des jours, des semaines, des mois? Plein de gens qui publiquement disaient « Oui, le racisme systémique, c'est très grave. Au Québec, c'est très puissant. » Et là, le micro fermait, me téléphonait en disant « Mathieu, tu as tout à fait raison, ne lâche pas, continue, c'est essentiel, c'est important. » Donc, à un moment donné, la fonction qu'on prend dans le débat public, quand on accepte d'être une figure, sinon conspuée, à tout le moins considérée dans le camp des méchants, eh bien, l'envers de ça, c'est qu'on se donne une plus grande liberté. Et c'est, on en parlait un peu avant l'enregistrement, c'est comme, je pense que c'est lié au fait de pouvoir ne plus être de gauche mentalement. Imaginez le système de contrainte mentale d'un homme qui veut à tout prix être de gauche. Donc, il est de gauche, mais c'est plus ça la gauche, mais c'était ça la gauche, ça pourrait redevenir ça la gauche, et il est hypnotisé par un mot qui véritablement déstructure sa pensée. Dès lors qu'on ne se sent plus obligé d'être de gauche, soudainement, on retrouve une liberté infinie dans la possibilité. Non pas pour être de droite, hein, parce que c'est la gauche qui nous oblige à être de droite. Moi, personnellement, le clivage gauche-droite, je n'y tiens pas, mais une fois qu'on se délivre de cela, on a un sentiment de liberté immense. Ensuite, est-ce que vous avez déjà été de gauche? Non. Non, je pense pas. J'ai peut-être à 16 ans pendant 3 minutes, mais j'ai pas ce souvenir-là. Mais je pense que si on définit... Tout dépend de ce qu'on entend par gauche et droite, mais si par gauche et droite, moi j'ai une définition assez anthropologique, c'est le péché originel. Qu'on soit croyant ou non, la question n'est pas là. Mais ce qu'on entend par là, c'est est-ce que le mal est dans le cœur de l'homme ou dans la structure sociale? Est-ce qu'il est possible d'en arriver un jour avec un monde où on aurait dit ça, c'est l'institution qui porte le mal, on fait tomber l'institution, elle tombe, un monde nouveau apparaît délivré du mal. Ça, j'y crois pas du tout. Ça n'a aucune chance d'arriver pour les 15 milliards prochaines années. Donc, et puis même pour celles qui suivront. Donc, le mal est dans le cœur de l'homme. Tout ordre politique est par définition faillible. Toute société est par définition incomplète, porte en elle ses contradictions. Et dès lors, pour moi, être de droite, si on veut, c'est avoir cette conscience intime qu'on porte en soi la possibilité du mal. Et dès lors, on peut le civiliser par la culture, on doit le contenir par la politique, on doit le transcender par la religion s'il le faut ou pour l'art. Mais on doit savoir que nul n'est à l'abri de cette tentation, et plus encore, que les discours qui se croient justement délivrés de la possibilité du mal sont ceux qui peuvent faire les plus grands ravages. Le 20e siècle nous l'aura confirmé. Donc non, je ne pense pas. Ensuite, si par gauche, on entend, premièrement, tenir compte des plus faibles. Je ne vois pas pourquoi ce serait réservé à la gauche, parce que j'en sais, les catholiques ont ce souci. Mais faites la liste. Il y a des idées qu'on peut identifier pratiquement à ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait la gauche. Je suis prêt à en discuter. Mais ma structure mentale, ma philosophie, mon rapport au monde n'est pas un rapport d'homme de gauche. Alors justement, pourquoi cette question du politiquement correct, elle vous touche tellement? Qu'est-ce qui a fait que dans votre parcours de vie, c'est quelque chose qui est devenu central, à tel point d'en faire un livre, à tel point d'incarner la personne que vous êtes dans les médias? En fait, non seulement j'en ai fait un livre, mais je pense que je suis revenu sur ce thème-là toujours depuis mon premier bouquin. C'est-à-dire, c'est la question, en fait, moi, c'est une question qui m'obsède. C'est ce que j'appelle la sociologie de la respectabilité politico-médiatique. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans une société, on peut distinguer le fréquentable de l'infréquentable, l'intellectuel brillant du polémiste qui cherche toujours à créer la controverse, le modéré du radical, l'humaniste du sulfureux?
Donc, les critères de production de la légitimité politique et médiatique me semblent absolument essentiels parce qu'ils conditionnent ensuite l'exercice de la pensée, parce qu'ils conditionnent ensuite l'exercice de la possibilité de s'inscrire dans le débat public, parce qu'ils nous poussent, oui ou non, pour reprendre la formule de madame, à l'autocensure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait en sorte que je pense ça, mais si je le dis, le prix à payer est tel que soit je ne le dirai pas, soit, plus encore, je dirai le contraire pour être capable de poursuivre ma vie dans l'espace public. Et il y a quelques lectures qui m'ont marqué, dont j'ai parlé assez souvent. Alors, je vous épargne le 1984 de Orwell parce que c'est très connu, mais c'est génial. C'est un livre, je me rappelle, je lis ça autour de 14 ans, je pense 15 ans, et je le lis et je ne dors pas pendant 3 jours. Alors moi, j'ai le sommeil, je dors très bien normalement, j'ai aucun souci, je suis l'être le plus apaisé de l'existence, et ce livre-là m'a vraiment secoué. Un livre plus important encore pour moi dans mon parcours, c'est La pensée captive de Czesław Miłosz. Miłosz, écrivain, intellectuel polonais, écrit La pensée captive où il décrit la situation des intellectuels dans les démocraties populaires d'Europe de l'Est et il décrit parfaitement le mécanisme de l'auto-aliénation de l'intellectuel, qui globalement, on peut penser, il pense A, mais il sait que publiquement, il doit dire non A s'il veut progresser. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Mais souvent, il va renchérir dans le non-A pour progresser. Donc, moins il croit quelque chose, plus il croit quelque chose, plus il va dire le contraire pour être capable d'assurer sa survie dans un environnement médiatique. Ce qui provoque un phénomène de dissociation mentale. Je pense une chose, peut-être le chuchoterai-je à ma compagne sur l'oreiller. Et encore, on vit dans un régime de délation, donc on pourrait toujours le raconter, le rapporter, le trahir. Donc je garde pour moi et publiquement, je dis le contraire de ce que je pense pour être capable d'évoluer. Ça, c'est l'histoire des universitaires d'aujourd'hui en passant. Et de bien les médias, de bien les journalistes. Vous le savez, vous fréquentez cet environnement-là. Un journaliste du service public, entre ce qu'il dit en public et en privé, c'est amusant quand même. C'est pas simplement, on pourrait dire, un contraste de degrés. C'est quelquefois l'inversion. On pense une chose en privé, on dit une autre chose en public. En fait, quoi qu'il en soit, ce livre nous décrit ce qui, à mon avis, est un des traits les plus importants pour la vie intellectuelle, comment des mécanismes producteurs de légitimité font en sorte que bien les hommes, bien les femmes en viennent à dire le contraire de ce qu'ils pensent pour évoluer en société. Et comment vous échappez à ça? Pourquoi vous? Une question de nature, je crois. Ensuite, j'ai une vision plutôt positive de moi-même, donc peut-être que quelqu'un dirait dans le fond, et quelqu'un dirait le contraire, mais de moi-même, n'ayant pas de prédisposition à l'autocritique exagérée, c'est-à-dire l'autocritique intellectuelle, oui, mais existentielle, non. C'est pas dans ma nature. Dans la vie, il y a plusieurs moyens d'être heureux, notamment faire beaucoup d'argent, ça peut être une chose agréable, mais pour ça, il y a d'autres métiers que la vie intellectuelle. On devient avocat, on devient propriétaire de... Il y a moyen de faire une carrière où on n'a pas à se mêler de la vie publique, on fait beaucoup d'argent, on est installé dans l'abondance de l'existence, et c'est très agréable. Tant qu'à faire une vie intellectuelle, aussi bien la faire en étant fidèle à ce qu'on croit vraiment. Sinon, il n'y a aucune raison de s'engager dans la cité pour dire le contraire de ce qu'on pense. C'est absurde. À la rigueur, je comprends que les politiques soient obligés de négocier davantage avec ce qu'ils peuvent dire publiquement et privément. On ne fait pas le même métier. Puis je ne demande pas aux politiques d'être dans l'espèce de transparence de la conscience. C'est pas du tout leur job. Mais moi, le métier que j'ai choisi, c'est même pas un métier, c'est une vocation qui était la mienne. Je vois pas pourquoi je ferais ça si c'est pas pour dire fondamentalement ce que je crois quand je sens le besoin de me prononcer sur un sujet. Puis par ailleurs, puisque j'essaie de rarement me limiter à mon opinion du moment, mais on en a tous des opinions, mais j'essaie de les fonder. Si j'écris un livre, c'est quand même pas pour investir tant de temps dans un bouquin pour dire le contraire de ce que je pense vraiment. Ça serait absurde, ça serait un comportement, comme dire, du sabotage existentiel. Donc non, ensuite, moi je tolère une chose, cela dit, on n'a pas à dire en public tout ce qu'on dit en privé. Ça c'est fondamental. Moi, je ne crois pas à la transparence du tout. Vous avez le droit en privé de penser des choses que vous n'avez pas le droit de dire, le goût de dire en public. Vous avez même le droit en public de dire sur une version atténuée ce que vous dites en privé. Je vous demande simplement de ne pas dire en public le contraire de ce que vous dites en privé. Ça, c'est autre chose. Est-ce que, c'est une question peut-être un peu personnelle, mais est-ce que vous avez un souvenir qui remonte, je ne sais pas, à votre enfance, à votre adolescence ou peut-être même à votre vie d'adulte, j'en sais rien, d'une fois, peut-être la première fois, d'une des premières fois, où vous avez dit quelque chose de politiquement incorrect, pardon, et où vous avez pu observer autour dans votre entourage, peut-être, je ne sais pas, une forme de surprise, une forme de stupéfaction, et d'avoir goûté, je ne sais pas, soit à un sentiment désagréable, ou bien un sentiment agréable, justement, d'avoir exercé votre liberté d'expression.
Est-ce que vous avez un premier souvenir Oui, par rapport à un ça? premier, je ne sais pas, mais un important assurément. Ouais. 1995, il y a un référendum au Québec sur l'indépendance du Québec, qui est la grande cause de ma vie. Et je vous donne les résultats, vous allez voir pourquoi je vous fais ça. Participation non obligatoire. 94 de taux de participation. À ce moment-là, il y a 82 de Québécois francophones au Québec. 61 des Québécois francophones votent oui. Le reste, c'est des anglophones ou des immigrés anglicisés. 99,9 des anglophones votent non, ce qui est normal. Et autour de 90 ce qu'on dit des communautés issues de l'immigration votent non. Résultat final, 49,4 pour le oui, 50,6 pour le non. C'est le traumatisme inaugural de mon existence publique. Le Québec aurait dû devenir un pays, il n'est pas devenu à cause d'un vote de blocage, qui est une forme de veto communautariste qui s'est exercé contre le peuple québécois. Jacques Parizeau, le premier ministre du Québec à ce moment-là, dit « C'est vrai qu'on a été battu, mais dans le fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. » La formule était maladroite peut-être, mais il disait quand même une réalité. Une réalité. À ce moment-là, au Québec, j'ai 15 ans, tout le commentariat médiatique politique est dans la dénonciation de Jacques Parizeau, le premier ministre, qui avait porté le camp du oui au seuil de la victoire, en disant c'est inacceptable, c'est raciste, c'est intolérant, alors qu'il avait simplement fait un constat de démographie électorale. Le jour de mes 16 ans, je deviens membre du Parti indépendantiste, le Parti québécois, et je fais partie de ceux qui... Et on est dans une époque où les souverainistes québécois, pour se faire pardonner le commentaire de Jacques Parizeau, le soir de la défaite, entre dans une logique d'aseptisation identitaire du projet souverainiste. Donc, on rentre dans une période qui va durer 10-12 ans de souveraineté sans identité, de souverainisme antinationaliste. Le mot nationaliste chez nous n'est pas un mauvais mot. De souverainisme multiculturaliste. Donc, pour moi, qui est une folie, faire l'indépendance d'un peuple dont on censure l'identité, je trouve ça fou. Donc, mon engagement initial dans le mouvement indépendantiste québécois va me conduire à être dans l'opposition du mouvement dans lequel je m'engage. C'est-à-dire, il y a le mouvement souverainiste, il y a le mouvement indépendantiste, et dans ce mouvement auquel j'adhère à l'opposition. C'est-à-dire ceux qui refusent de sacrifier la dimension identitaire du projet national. Pendant 10-12 ans au Québec, tenir ce propos, ça vous valait des réputations d'infréquentables absolus. On pouvait vous... Ensuite, il y a les maladresses qui viennent avec la jeunesse, je ne dis pas le contraire. Mais, je me suis permis aussi quelques maladresses quand j'étais jeune. Mais sur le fond des choses, le désaccord sur l'effacement de la dimension identitaire du projet indépendantiste m'a, moi et ceux qui refusaient cela, classé dans la catégorie des inquiétants, Alors, j'allais dire des infréquentables, mais c'est plus compliqué. Le Québec, c'est une petite société, donc il existe au Québec, mais comme en France aussi probablement, il existe des fréquentables fréquentés, des fréquentables infréquentés, ça c'est terrible, hein, c'est l'anonymat social. Il y a aussi des infréquentables infréquentés et il y a des infréquentables fréquentés. Et moi, j'étais dans la dernière catégorie, l'infréquentable fréquenté, c'est-à-dire on se connaissait tous, on savait que là, j'avais pas la bonne étiquette, j'étais le méchant du moment, mais j'étais le méchant qui néanmoins était dans le combat national. Mais pendant 10-12 ans, je portais la marque de celui qui refusait l'effacement de la dimension identitaire du combat national. Et ça, c'est un désaccord avec un moment lourd du politiquement correct québécois, qui m'a amené à écrire mon premier livre, consacré à la culture politique référendaire, post-référendaire, où je cherchais à comprendre cela. Pour le reste, j'ai le sentiment, depuis toujours, d'être en désaccord avec l'époque. C'est-à-dire, Kundera dit, dans L'Immortalité, si je ne me trompe pas, comment fait-on pour vivre dans une époque avec laquelle on est en désaccord? C'est-à-dire un désaccord de fond sur ce que l'époque tient pour vrai. Donc la conception de l'identité, la conception de la culture, la conception du vrai, la conception du beau. Eh bien, c'est une forme de dissidence existentielle. Ensuite, puisque je n'ai pas la prédisposition pour être quelqu'un qui est en colère tout le temps dans les marges sociales, en train de se dire pourquoi la vie est si dure avec moi, je trouve que la vie est merveilleuse, la vie est une grâce, il y a 3 repas par jour, on a des amis, je veux dire, tout est formidable. Mais, par ailleurs, je suis en désaccord avec l'époque. Donc, c'est dans cette espèce d'écart existentiel entre une existence que je trouve merveilleuse, c'est une grâce que d'exister, dit Chesterton, et de l'autre côté, le sentiment d'être dans une époque de fou que se construit une personnalité pour le meilleur et pour le pire. Alors justement, tout à l'heure, vous nous disiez que pour vous, on a le droit de tout dire, mais il y a quand même des limites, la diffamation, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il ne faut pas diffamer, par exemple? Pour moi, ce n'est pas forcément évident. Par exemple, si je dis Dora Muto je sais pas moi, a assassiné son chien, et c'est faux. Bon,
Ben, c'est objectivement faux. Donc là, c'est ce que j'entends par diffamation. Si je dis par ailleurs, Dora Muto, au fond d'elle-même, rêve probablement d'assassiner son chien, ça, j'ai le droit de le dire, dans mon esprit. C'est-à-dire, j'ai le droit de penser que vous êtes une personne mauvaise. Mais j'ai pas le droit de vous imputer des actes faux que vous n'avez pas commis. Ça, je pense que c'est... donc, c'est ce que j'entends par là. Vous avez le droit j'ai le droit de vous critiquer, vous avez le droit de me critiquer, vous pouvez me critiquer très sévèrement. Si je poursuivais tous ceux qui m'insultent, je passerais mon temps aux tribunaux. Puis ça ne m'intéresse pas du tout. Mais là, donc, on n'a pas le droit, je pense, de colporter publiquement des faussetés sur quelqu'un, ou à tout le moins consciemment. Si je me trompe, si je pense vraiment que vous avez tué votre chien, puis c'est pas cruellement et que c'est faux, bon, c'est autre chose. Mais donc ça, je pense que c'est le premier élément. Deuxièmement, c'est l'appel à la violence. Pour le reste, je suis un libertarien nord-américain en ces matières, mais seulement en ces matières. Dans l'empire du politiquement correct, vous écrivez « La société occidentale est transformée en camp de rééducation à ciel ouvert ». C'est des mots forts quand même. Vous pouvez nous expliquer, vous avez la sensation qu'on est dans des camps de rééducation? Alors, le camp de rééducation à ciel ouvert, on entend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barbelé. Mais l'utilisation que j'ai faite de cette formule, c'est pour dire nous sommes dans des sociétés où le contraste est tel entre ce que nous tenons pour évident, le commun des mortels, entre la culture héritée de la civilisation occidentale et le dogme nouveau, le dogme diversitaire qui s'est imposé à nous, le contraste est tel que ce dogme nous est matraqué médiatiquement sans cesse pour nous rappeler ce qu'on a le droit de penser et pas le droit de penser. Et je dis rééducation parce qu'il s'agit véritablement de prendre une population et de la transformer intimement dans sa conception même du monde. L'école est dans cet état d'esprit, ne l'oublions pas. Et le prix à payer pour qui s'éloigne du dogme, c'est une forme de rééducation. Même en entreprise, c'en est assez fascinant aujourd'hui. Par exemple, on vous prend à tenir un propos non politiquement correct, bon, peut-être dans le cadre d'une formation EDI, équité, diversité, inclusion, eh bien, on peut dire, bon, là, vous allez faire un stage de citoyenneté, un stage pour apprendre à ce que vous avez, pourquoi vous pensiez mal et comment vous pouvez désormais bien penser. On le voit beaucoup aux États-Unis, ça, dans la période qui suit 2020. Ça existait avant par ailleurs. Donc, et par ailleurs, le prix à payer, comme on le disait en tout début d'entretien, le fait qu'un nombre considérable d'opinions aujourd'hui soient classées sous le signe du blasphème, du délit d'opinion, c'est pas une opinion, c'est un délit, le nombre, c'est quand même significatif de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un dogme auquel on doit adhérer, et si on n'y adhère pas, eh bien, on en paie le prix ou on le refoule et on finit par en payer le prix autrement dans son existence. Donc non, je crois qu'ensuite, si on me dit non, il n'y a pas de goulag, évidemment qu'il n'y a pas de goulag, et je préfère vivre en Occident d'aujourd'hui qu'en URSS d'hier. Tout ça est vrai, mais une fois que c'est dit, la logique qui traverse le monde occidental aujourd'hui n'est pas sans lien avec la logique qui a traversé l'histoire de l'Union soviétique au XXe siècle. Ça, j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, vous noterez que plusieurs dissidents qui traversaient de l'Est à l'Ouest, Solzhenitsyn, mais c'est pas le seul, hein, c'est pas le Zinoviev aussi, quelques d'autres, arrivaient en Occident et disaient « C'est étrange, on reconnaît ici vous êtes la société de la liberté, mais on reconnaît ici des réflexes mentaux de conditionnement mental des populations qu'on connaissait aussi de notre côté du rideau de fer. Donc, gardons cela à l'esprit. L'empreinte mentale, je dis d'un certain communisme, là, on s'entend, je ne parle pas de Staline, mais l'empreinte mentale d'une certaine psychologie qui, au 20e siècle, on a connue à l'est du rideau de fer, existe aussi dans le monde occidental, à tout le moins dans les milieux qui prétendent produire l'opinion légitime. Mais pour faire peuple, et j'ai l'impression que c'est important pour vous de faire peuple, est-ce qu'on n'a pas besoin parfois de liens? Alors les liens, ça peut être des rites, des rituels, des traditions, ça peut aussi être une certaine forme d'inconscient collectif partagé. Est-ce que la culture du politiquement correct peut pas faire partie de ça, peut pas servir de liant à un peuple parfois? En fait, c'est le contraire, je dirais que c'est une falsification du liant et du lien. Vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait un peuple? C'est plus que des valeurs, à mon avis, c'est des mœurs partagées. C'est un humour partagé, c'est des évidences partagées, implicites. C'est un inconscient collectif, vous avez raison de le dire. C'est... Pardonnez-moi, c'est une histoire que l'on sait nôtre, même si on ne prend pas nécessairement pour les mêmes personnages. Bon, ça, c'est ce qui fait un peuple. C'est une identité, finalement. Le politiquement correct fonctionne autrement, une forme de falsification de l'identité. Il nous dit désormais, donc il s'empare de la question de l'interdit. Je dirais, je vais le dire autrement, un peuple, en fait, il y a beaucoup d'implicites là-dedans. Je ne suis pas occupé à tous les moments de ma vie à me dire, en tant que membre de mon peuple, et ainsi de suite. Bon,
Donc, il y a beaucoup d'implicites, mais quand j'entends dans la rue un accent québécois, tout de suite, je le reconnais et je sais qu'on a des tonnes de choses en commun sans même s'être dit quoi que ce soit. Le politiquement correct fonctionne autrement et explicite une série d'interdits et de dogmes que nous devons vénérer. Et ça fait encore, ça fait penser à 1984, c'est-à-dire nous savons qui nous devons vénérer, c'est-à-dire le dogme du moment. On connaît les formules qu'on doit répéter pour être admis en société. La diversité est une richesse, il faut lutter contre le populisme et l'exclusion, le danger de l'extrémisme. On sait ce qu'on doit répéter, on sait qui on doit détester. De temps en temps, on a la séquence des 2 minutes de la haine appliquée au temps présent. Donc, le méchant du moment, ça va être telle figure politique, tel intellectuel, tel chroniqueur, telle figure publique. Puis là, tous ensemble, on doit le détester. Haine, haine. Et là, au nom de l'amour. C'est-à-dire que c'est au nom de l'amour qu'on le hait. C'est au nom de l'inclusion qu'on veut le bannir, qu'on veut le broyer. Bon. Donc non, c'est pas ça qui fait un peuple. Puis je note... Les logiques d'inversion sont de plus en plus présentes. Ah, ben c'est fascinant. Ça, la logique d'inversion en ces matières est absolument exceptionnelle. Je note par ailleurs, si vous faites l'histoire du 20e siècle à l'Est, le communisme s'est imposé partout en écrasant les identités nationales, en les conservant sur un mode folklorique. Mais il voulait substituer un contenu socialiste au marxiste-léniniste, au contenu culturel propre à chaque peuple. Et c'est souvent en se tournant vers leur identité propre, culturelle, on pourrait dire leur identité anticommuniste, leur identité culturelle propre, que plusieurs peuples à l'Est ont été capables de retrouver le sens de leur liberté. Les Baltes, l'histoire de l'indépendance des Baltes est une histoire émouvante. C'est dans le folklore balte qu'on a vu les 3 peuples baltes être capables de retrouver, 1, le sens de leur identité, 2, le sens de leur indépendance, puis ont été capables de s'extraire quand même d'un empire qui aurait pu les écraser au moment de leur indépendance. C'est dans leur identité la plus profonde qu'ils ont trouvé le sens de leur liberté. Les Polonais, c'est dans leur catholicisme, ensuite, comme je dis, on croit ou on ne croit pas, mais c'est dans le catholicisme qu'ils ont trouvé un refuge identitaire pour être capables de résister au communisme qui les écrasait et qui ont été capables de retrouver aussi le sens de leur liberté collective et de restaurer de résister au communisme, et ensuite de restaurer leur liberté ensuite. Je note par ailleurs que l'importance de l'identité pour un peuple, pensez au nombre de fois, sur 2 siècles, un peu plus, où les Polonais ont vu leur existence politique se dissoudre, mais ils conservaient le sentiment de leur identité. Ils savaient qui ils étaient, et c'est ce qui leur permettait ensuite de reconquérir l'existence politique lorsque les circonstances le permettaient. Donc non, moi je crois qu'en ces matières, la culture véritable est un lieu où on se réfugie quelquefois quand le politique est falsifié, dégradé, et c'est quelquefois dans cette culture authentique qu'on est capable de trouver les éléments pour être capable de se projeter dans une existence une existence de liberté véritable. Puis ça, autrement dit, je pense qu'on a, vous l'aurez remarqué, je pense qu'on a beaucoup de choses à retenir ou à apprendre de l'expérience de la dissidence antitotalitaire à l'Est dans la deuxième moitié du 20e siècle. Si le travail que nous produisons sur Femélis vous plaît, nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail, vraiment, nous comptons sur vous. Vous pouvez aussi nous faire un don, toutes les infos sont sous la vidéo. Merci. Alors moi j'ai une question, c'est comment devient-on un pestiféré et surtout comment vous y avez échappé parce que ça semble pas évident. Alors, vous m'annoncez une bonne chose, je pense pas. Vous n'êtes pas perçu comme un pestiféré, malgré le fait que vous vous exposez. Vous êtes même une star de CNews, donc on peut dire que CNews est pestiféré entre guillemets. Mais vous notez que c'est une chaîne qu'on cherche à fermer. Je me réjouis qu'elle ait résisté, mais on est quand même dans un environnement juridique et idéologique où on considère que pour la liberté d'expression, mieux vaut fermer la chaîne que l'on accuse de ne pas dire la bonne chose ou de dire la même chose que tout le monde. C'est ce qu'on fait assez vite, soit dit en passant. C'est quand même assez grave. Je pense que on ne sait jamais exactement, entre guillemets, à quel moment on dérape. C'est-à-dire, parce que les dogmes du régime évoluent quand même en se radicalisant toujours, il arrive quelquefois qu'un honnête homme qui croit dire une banalité n'est pas au courant que la banalité d'hier est devenue la transgression du moment. Je me permets de revenir à votre expérience parce qu'elle me semble assez importante. Oui, ça c'est mon expérience de vie, Vous n'étiez pas au courant qu'il suffisait qu'une femme se dise homme pour qu'on soit tous obligés désormais d'y voir un homme. Et d'un coup, le droit a suivi cette évolution. Donc, le kidam ordinaire, l'homme sensible de base, la personne qui... Un homme accouche... Hein? Mais il n'est pas au courant que disant ça, il vient de basculer chez les infréquentables, tout dépendamment du milieu où il le dit. Mais rappelez-vous cette séquence autour de 2021, je crois, où Boris Johnson, le premier ministre britannique, à ce moment-là, peine à définir ce qu'est une femme. Oui. Conservateur.
C'est supposé aller de soi pour lui. Les progressistes sont là pour dire des sottises, les conservateurs, de temps en temps, Chesterton disait pour ne pas les corriger. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit? Donc, il y a des fois où l'honnête homme n'est pas au courant qu'il dérape, là, il est emporté dans un tourment, dans un tourbillon immense, parce qu'il a tout simplement... La banalité de la veille était devenue entre-temps l'interdit du lendemain. Ensuite, il peut avoir chez certains la tentation de la provocation qui existe. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, ensuite, on prête souvent aux penseurs dissidents la tentation de la provocation. Je pense à Éric Zemmour en France, du temps où il était chroniqueur. On disait à Zemmour, vous voulez provoquer. Et je ne veux pas provoquer, je dis ce que je pense. Vous nommez provocation le simple fait de ne pas dire ce que vous... de dire ce que vous ne... ce que vous voyez autrement. Enfin, vous nommez provocation le fait d'être en désaccord avec vous. Pour vous, ça relève d'une intention polémique et querelleuse. D'ailleurs, notez comment on présente les penseurs conservateurs souvent. On les présente comme des polémistes. Donc, des gens qui sont à la recherche de la polémique pour elles-mêmes, qui veulent le clash pour eux-mêmes. Bon, c'est absurde. Donc, ensuite, bon, il peut y avoir quelquefois on devient pestiféré pour de bonnes raisons, je devine qu'il doit en avoir, mais elles ne me viennent pas à l'esprit immédiatement. Mais je pense par ailleurs que le système a besoin, par définition, de fabriquer des parias pour envoyer le signal qu'il y a un prix à payer pour transgresser ses dogmes. Donc, de temps en temps, on peut dire que le système renouvelle. Soit on ressort un paria d'hier pour dire « Regardez ce qui lui est arrivé, il est toujours infréquentable, voilà le sort qui lui est réservé. » Et de temps en temps, on en fabrique un nouveau. Ce qui peut sauver un homme dans ce contexte-là, c'est lorsqu'il existe une forme de concurrence des systèmes médiatiques. C'est-à-dire, si vous avez un système médiatique absolument monopolistique qui a la capacité de fixer la réputation d'un homme et c'est terminé, alors vous êtes condamné aux marges sociales. Si vous êtes dans un environnement médiatique où il y a quelques pôles suffisamment influents pour dire ce qui est inacceptable ici ne l'est pas nécessairement ici, et l'inverse, vous pouvez conserver un espace de légitimité, même si le mainstream vous maudit. Et de ce point de vue, ça peut dégager un espace de... Autrement dit, pour survivre intellectuellement, survivre socialement, ne pas devenir un infréquentable absolu. Et c'est ce qui s'est passé pour vous, donc, j'imagine. Oui, en fait, c'est particulier, c'est que... Alors, mon expérience, à l'accent, vous le savez, est d'abord québécoise. J'ai souvenir, autour de 2007... Alors, moi, j'étais, je vous disais, dans l'opposition identitaire. Le mot identitaire ne veut pas dire la même chose au Québec qu'en France, mais identitaire au sens défense de l'identité nationale contre le multiculturalisme. J'étais dans l'opposition identitaire d'un mouvement souverainiste. Il y a une crise qui arrive en 2006, 2007, 2008 qu'on appelle la crise des accommodements raisonnables, qui est une remise en question massive du multiculturalisme par les Québécois, du multiculturalisme à la fois porté par les élites québécoises, mais imposé aussi par le régime canadien. Et ça a des conséquences électorales en 2007. En gros, le parti qui s'empare de la question identitaire réussit à déclasser le parti souverainiste qui, lui, était devenu multiculturaliste. Puis je l'avais annoncé. C'est-à-dire, j'avais dit, ça va arriver un jour. Et parce que je l'avais annoncé, puis je ne me suis pas trompé, plusieurs personnes, je me souviens encore, qui, je ne sais pas, 48 heures avant, disaient « Oh, méchant boc côté », disent « Ah oui, il ne s'était pas trompé ». Donc, je me rappelle que le directeur du parti dont j'étais proche me téléphone le lendemain en disant « Bon, puis on se connaissait quand même depuis longtemps, il dit « Viens faire un tour au bureau, explique-moi ce que tu as vu il y a 2 ans et qu'on n'a pas vu, nous ». Donc, je pense que le fait de ne pas se tromper complètement dans ses prédictions. Puis ensuite, je pense qu'il faut avoir aussi une forme de résilience minimale. J'aime pas ce mot-là, mais dans les circonstances, quand on a une tempête médiatique qui nous tombe dessus, il ne faut pas se laisser happer complètement par elle. Il faut continuer son travail. Il ne faut pas réagir à toutes les provocations. Il ne faut pas se laisser, ou les provocations, en fait, il ne faut pas réagir à tous les signaux que le système envoie pour nous diaboliser. Il faut continuer de faire son travail. Il ne faut pas paniquer. On doit... Et moi, je dis souvent, si ma compagne me soutient, si mes amis me soutiennent, si mes proches me soutiennent, pour le reste, ça va. Puis si je ne suis pas condamné soudainement à la misère économique totale, ben ça va. On fait ce qu'on a à faire, puis il y a des bons jours et des mauvais jours. Mais je pense que ça, il faut quand même avoir... il faut savoir développer une saine indifférence par ailleurs au désir d'avoir bonne réputation sur France Inter. Dès lors qu'on devient indifférent à ce que France Inter pense de nous, et plus encore, qu'on traite France Inter comme un laboratoire, on les examine eux désormais pour voir, voyons de quelle manière ils produisent. En fait, on les traite en objet sociologique plutôt qu'en figure désirée dont on souhaiterait l'adoubement. Je pense que ça permet d'aller beaucoup mieux dans la vie ensuite. Moi, il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure. Vous parlez régulièrement du Québec et c'est pour ce double regard qu'on vous a invité aussi parce qu'on pense qu'on a souvent une faculté... Enfin,
Quand on a un regard comme ça, comme le vôtre aussi accru sur ce qui se passe en Amérique du Nord, on voit souvent des choses arriver en France avec un peu plus d'avance. Mais la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est pourquoi être venu en France? Une question de circonstance, en fait. Vous savez, le Québec, c'est une forteresse, même pas une forteresse si c'était le cas, non. C'est une société francophone que l'histoire aurait dû faire disparaître en Amérique, mais on est encore là. Je veux dire, en 1759, 60, 63, c'est la conquête anglaise. Théoriquement, au bout de quelques décennies, on est censé ne plus être là. Mais les Québécois ont résisté, puis ils se sont accrochés à leur identité, ont tenu en disant on existe, on ne se laissera pas dévorer, on va conserver notre identité propre. Mais pour se maintenir en Amérique et pour ne pas être folklorisé, pour ne pas être condamné à une existence résiduelle, eh bien, il fallait garder un lien mental et culturel avec la mère patrie. Donc, quand, au milieu du 19e siècle, en 1837-38, il y a un soulèvement de ce qu'on appelle les patriotes chez nous, soulèvement militaire québécois pour des Canadiens à l'époque, on disait, pour l'indépendance. Les Anglais, la répression est très vive. Et là, il y a un rapport important qui est le rapport Durham. Durham, c'est un envoyé de la couronne britannique pour mettre de l'ordre chez nous. Et il découvre, il dit, je croyais tomber sur un conflit de classe sociale, d'un peuple contre son gouvernement, je découvre un conflit national. Donc, il y a encore un peuple ici, des Canadiens français. On disait autrefois des Français, ensuite on a dit Canadiens, ensuite on a dit Canadiens français, ensuite on dit Québécois. Et selon le moment de l'histoire, un terme est vrai ou faux. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, il dit, ils sont encore là. Eh bien, il faut faut tout faire pour les assimiler, pour les angliciser, c'est un cadeau à leur faire, parce qu'ils vont ainsi vont être améliorés, ils vont devenir anglais. Et François-Xavier Garneau, le premier historien québécois, pour prouver qu'on ne doit pas disparaître, il dit non, mais il y a une grandeur dans notre peuple. Quelle est notre grandeur? C'est le passé français. Regardez, nous avons conquis l'Amérique. C'était l'histoire de la Nouvelle-France, c'est une épopée merveilleuse. Regardez, on a été capable on a une histoire si glorieuse qui fait que même si on traverse une période difficile aujourd'hui, on mérite d'exister encore. Deuxièmement, quand on parle français en Amérique, il est bien de savoir qu'on parle français aussi ailleurs dans le monde. Et de ce point de vue, autrement dit, si les Québécois étaient des Norvégiens et puis qu'il n'y avait pas d'autre endroit dans le monde où on parlait leur langue, je pense qu'ils seraient disparus depuis longtemps. La France est demeurée pour nous un pôle de légitimité. C'est un pôle de projection pour nous-mêmes au fil des décennies, des siècles même. Et il y a une tradition francophile forte au Québec, et plus encore chez les intellectuels, et plus encore chez les intellectuels nationalistes. Serge Côté, mon père, était un francophile fervent, donc un indépendantiste québécois convaincu, et un francophile fervent qui était le 24 juillet 67 devant l'Hôtel de Ville de Montréal au moment du Vive le Québec libre. On recevait à la maison toute la presse française de gauche à droite. Donc, mon père était un lecteur de Raymond Aron, de Jacques Ellul, d'Éric Weil, de Julien Freund. C'était notre univers mental. Donc, la France a toujours été un espace je dirais, pour un Québécois qui ne veut pas se dissoudre dans l'Amérique du Nord, la France, c'est un espace de projection intellectuelle et existentielle, puis c'est aussi le seul allié qu'on a. Sur le jour où le Québec déclare son indépendance, il faut que la France suive, sinon on a des complications. Donc tout ça pour dire que la France a toujours été un objet de passion, mais que j'ai toujours aimé passionnément. Je suis de ceux, alors on disait il y a longtemps, on ne dit plus trop aujourd'hui, mais je suis encore de ceux qui disent la mère patrie. Tout ça pour dire que une partie de ma vie intellectuelle se fait avec des penseurs français, tout ça, puis un jour... puis à partir de 2004, mais plus encore de 2007, je viens en France de temps en temps pour mes activités universitaires. Comme tout universitaire québécois qui est normal, je viens faire des colloques en France, puis ça fait partie de la vie. Je commence peu à peu à avoir quelques contacts dans ces milieux. Et en 2014, j'y viens un peu plus longtemps. Et puis c'est là qu'on me propose de commencer à collaborer régulièrement au Figaro. Et puis, par une espèce de jeu de circonstances, j'y reviens, l'année suivante, je reviens à peu près 3-4 mois dans l'année, mais dispersé. Puis ensuite, à chaque année, je passais 3-4 mois. Puis un jour, on m'a proposé, en 2021, après la tournée promo d'un de mes livres ici, on me téléphone pour me demander si, à 10h, je me rappelle encore, le matin, je reçois un coup de fil d'une autre chaîne que CNews pour me demander si je veux rejoindre cette chaîne et devenir éditorialiste, m'installer en France, faire le boulot. Puis 15 à 30 minutes plus tard, je reçois un appel de CNews qui me propose ça me tente de rejoindre CNews, puis d'avoir mon émission et tout ça. Puis là, je dis oui, je pense que spontanément. Avec cette idée que je partais pour 1 an, puis je revenais ensuite chez moi. Et là, c'est une année qui s'est un peu prolongée finalement. Donc, c'est une expatriation un peu plus durable. Mais donc, c'était pas l'idée de changer de pays, d'autant que je ne change pas de pays. Mais c'était... tout ça va de soi après coup.
Tout ça va de soi après coup. Mais dans mon parcours, je partais pour un an, je revenais ensuite. Mais voilà. Puis par ailleurs, aimant la France passionnément, à la fois pour sa culture, son peuple, ses mœurs, son esprit, sa liberté. C'est un pays absolument fascinant. Eh bien, y passer quelques années dans ma vie en y participant à la vie publique, à laquelle je participais déjà mentalement à partir de Montréal. C'est une forme de privilège immense qui m'est offert. Aussi participer aujourd'hui beaucoup de façon orale sur CNews avec vos chroniques. Beaucoup de personnes, enfin, je crois qu'on vous reconnaît largement un grand talent oratoire. Non, mais c'est tout un art, c'est un métier dans lequel vous semblez prendre beaucoup de plaisir. Comment est-ce que vous avez développé cette capacité? Vous êtes trop gentil. Mon père était un bon professeur. Mon père est un homme à la maison très libre, en public, un homme assez discret. C'est un professeur d'histoire barbu. C'est un petit trapu comme ça, avec une bonne barbe. Mais le seul endroit où il devenait absolument théâtral, à l'extérieur de la maison, c'était sa salle de classe. Et là, il était, mais je l'ai déjà vu quand j'étais petit, j'allais le voir dans sa classe, mais c'est un professeur exceptionnel. Je veux dire, 1000 fois plus doué que moi et que tous les autres professeurs que j'ai vus dans ma vie. Et il y avait un sens du théâtre là-dessus, donc je crois, pour peu qu'on pense qu'un fils est un peu son père, je dois avoir reçu quelque part de lui la passion, appelons ça, de l'enseignement. Puis, dans un monde normal, c'est-à-dire un monde où le Québec serait indépendant, où l'Occident ne serait pas décadent et nos sociétés seraient tranquilles et libres, je serais un professeur d'université comme les autres, tranquillement installé. Je donnerais des cours de philosophie politique ou de sociologie politique dans une université tranquille au Québec. Les époques à grand remous sont les époques qui poussent dans la vie publique. Et dès lors qu'on va dans la vie publique, ben, je devine qu'on apprend à s'exprimer pour chercher à convaincre. Je suis assez nul sur l'introspection, mais je sais que par ailleurs, dans ma tête, je poursuis toujours un travail de prof avec une salle un peu plus grande et avec un peu plus d'auditeurs, une audience un peu plus grande que j'aurais dans ma salle de classe. Mais fondamentalement, c'est le côté prof en moi qui me pousse dans la vie publique. Puis ensuite, je ne réchigne pas au débat. C'est-à-dire, quand les circonstances s'y présentent, j'ai aucun souci. J'ai fait de la politique quand j'étais plus jeune. Donc, ça doit... Mettez tout ça ensemble, mais par ailleurs, je parle trop vite. Ça, je le sais. Donc, je sais que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est quand à l'écran, ils trouvent que je parle vite, c'est que dans mon cerveau, quand même, j'ai déjà mis 3 clauses de ralentissement pour me dire « Calme-toi, parle lentement. » Non, mais c'est particulier parce que moi, laissé à moi-même, je pars comme ça. Là, je me calme. Puis là, devant moi, il y a toujours une feuille à CNews, partout ailleurs. C'est marqué « Calme ». Calme. De temps en temps, je la vois. Là. Donc là, on va peut-être me voir ralentir à l'écran un instant. Là, genre, on est comme on est. Dans votre livre, vous parlez des différentes droites. Donc, vous parlez de la droite modérée, la droite amadouée, la droite décomplexée. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mapping? De quoi il s'agit? Alors, dès lors que la gauche existe et décrète l'existence de la droite en y rejetant tout ce qu'elle n'aime pas. Donc, la gauche s'autoproclame gauche et nomme droite ce dont elle ne veut pas. Mais ensuite, il ne suffit pas d'être de gauche. Il faut le rester. Ça, c'est compliqué. C'est un peu votre histoire. Vous êtes né à gauche. Un jour, vous avez compris que vous n'étiez plus de gauche. Pas parce que vous aviez changé d'idée, mais parce que ce qu'on appelait la gauche avait changé. Et... Ah oui, je crois. C'est-à-dire, il y a quelques... On a aussi un peu changé d'idée. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce qu'à partir du moment où on commence à déconstruire notre adhésion au progressisme, ça peut aller loin. Mais... Dans ce cas-là, cela dit, quelquefois, la plupart des gens, ils découvrent qu'ils ne sont plus de gauche un jour. Ils croyaient que c'était ça la gauche, puis ils constatent que c'est plus ça la gauche. Donc la gauche s'autoproclame gauche, renvoie à droite ce dont elle ne veut pas. Ce qui fait en sorte qu'à la droite, au début, c'est une collection de proscrits. Des gens qui n'ont pas grand-chose en commun, sinon que la gauche n'en veut pas. Donc vous avez quelquefois des gens qui se croient encore de gauche, mais qui sont rendus à droite. Vous acceptez l'étiquette. Donc fondamentalement, c'est la droite modérée. Qui accepte les grandes orientations de la gauche, mais pas nécessairement ses moyens. Donc elle dit, on va dans la même direction, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, aller plus lentement? Il y a une droite conservatrice, mais facile à humilier, qui, elle, accepte d'avance d'avoir perdu, et on lui permet d'exister publiquement à condition qu'elle se sache perdante. Donc, dans les débats publics, on les invite. Ce sont des gens qui sont toujours un peu chagrins. Ils ont toujours le souci, par ailleurs, de marquer qu'ils ne sont pas extrême droite. Attention, pas extrême droite. Le mot extrême droite, on y arrivera dans un instant. Donc, ce sont les vaincus larmoyants d'un système qui les tolère pour prouver son propre pluralisme. Donc, on les invite dans l'espace public. Ils disent, bien sûr, je pense pas. Pourrions-nous au moins conserver les traces du monde ancien? Il y a la droite, donc, décomplexée, ça c'est drôle, parce que la droite décomplexée, c'est une droite, le terme même est fascinant. On tient pour acquis que la droite est complexée, et un jour, elle se décomplexe. Elle se décomplexe par rapport à quoi, sinon de l'hégémonie progressiste.
Et enfin, vous avez la droite, ce qu'ils appellent l'extrême droite. Ça, c'est une droite qui refuse non seulement le rythme proposé par la gauche, non seulement ses méthodes, mais qui refuse ses objectifs fondamentaux, ses orientations philosophiques. La gauche nomme extrême droite ceux qui s'opposent à elle non seulement par les méthodes, mais aussi pour les fins et pour les grands objectifs et la vision du monde. De ce point de vue, c'est ce que je dis dans ce livre, mais dans quelques autres aussi ensuite, dans mon dernier, Le totalitarisme sans le goulag, j'ai un chapitre qui a pour titre « L'extrême droite introuvable ». Parce que je dis que l'extrême droite n'existe pas. C'est une catégorie mentale forgée par la gauche pour être capable de ranger dans un ensemble de détritus tous ceux qui sont en désaccord fondamental avec elle. Et c'est une catégorie dont la définition change sans arrêt. Parce qu'on doit toujours rajouter de nouveaux éléments toxiques dans cette espèce de poubelle mentale que serait l'extrême droite. Donc ça, je pense fondamentalement que le clivage gauche-droite est un clivage qui déstructure la pensée politique, qui déstructure notre lecture du monde. Le mot gauche aura fait un ravage immense dans l'histoire des idées. Donc, dès lors qu'on pose l'existence de la gauche et que sans cesse elle évolue, eh bien, il y a presque non seulement une sociologie politique qu'on peut faire, mais une psychologie politique de la réaction des uns et des autres, comment ils réagissent lorsqu'ils s'éloignent du talisman. Alors vous, si vous devez vous classer quelque part, on vous met où? Alors, ma réponse va être décevante. Je suis d'abord et avant tout un indépendantiste québécois. C'est-à-dire que là où je me positionne politiquement, c'est pas dans l'espace politique français. C'est l'espace. Je suis un indépendantiste québécois d'abord et avant tout. Ce qui fait que je suis capable de m'entendre avec des gens qui ont des très drôles d'idées dans la vie. Je tolère dans la coalition nationale québécoise une gauche woke qui pense tout le contraire de ce que je pense sur à peu près tout, mais on est d'accord sur l'indépendance du Québec. Ça, c'est le propre des pays qui ne sont pas encore indépendants. Si je me déquébécise mentalement un instant, philosophiquement, je dirais que je suis plutôt un libéral conservateur. Ou enfin, un national libéral conservateur. Pourquoi les trois éléments? National, parce que le cadre de la communauté politique me semble absolument fondamental. Le cadre national est le cadre civilisateur par excellence de la démocratie. Conservateur, parce que je crois à la continuité historique de la civilisation. Libéral, parce que j'ai une méfiance fondamentale envers les abus des pouvoirs publics et je crois aux libertés publiques. Je pense qu'une société est forte de sa culture, de sa société civile, des libertés qui sont les siennes, et je me méfie de toute définition utopiste et exagérément ambitieuse du rôle du politique qui prétendrait fabriquer un homme nouveau. Donc, prenez ces trois termes-là, agencez-les différemment selon les circonstances, mais national, libéral, conservateur. Je pense que dans les années 90, j'aurais dit libéral, conservateur. Aujourd'hui, puisque le débat a changé, je cocherais plutôt national, conservateur, mais vous voyez l'univers mental qui est le mien. Pour vous, quel doit être le rôle de l'État? Est-ce qu'il doit être limité aux fonctions régaliennes? Non, mais il doit avoir toujours une conscience de son possible débordement. Donc, les fonctions régaliennes sont essentielles. Frontières, sécurité. Ensuite, il doit créer les institutions ou soutenir les institutions. Les deux solutions sont possibles, qui sont nécessaires à la circulation, au fonctionnement de l'ascenseur social, la circulation des élites, l'émancipation individuelle. Mais il ne doit jamais, il doit lutter contre la misère aussi, ça je le crois. Il est intolérable qu'il y ait des populations miséreuses dans nos sociétés. Une fois que c'est dit, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut appliquer partout la logique de la lutte aux inégalités. Je trouve que c'est un terme qui nous obsède étrangement. Toute forme de différenciation statistique ne doit pas être pensée comme une inégalité à combattre. Je ne pense pas que l'État doit Il y a évidemment une égalité de droit, une égalité de dignité, une égalité des âmes. Mais une fois que c'est dit, je ne pense pas que l'État doit sans cesse considérer qu'il doit reconstruire toute relation sociale qui se dérobe à la logique égalitariste. Je pense que l'État doit, en matière économique, oui, il doit fixer des grands paramètres, mais il doit surtout laisser respirer une société, permettre à l'initiative individuelle de s'exercer. Il doit éviter d'être ce que j'appelle le braquage fiscal. Il doit éviter d'écraser une société en considérant que l'impôt n'est pas une manière de prendre la part d'argent nécessaire pour mener les travaux publics et les tâches d'intérêt public. Et puis, ça devient une forme d'outil d'ingénierie sociale pour s'assurer que, une logique de construction d'une logique égalitariste exagérée encore une fois. Donc, j'ai une vision non pas libertarienne, on s'entend, mais une vision conservatrice classique de l'État. Il doit assurer la continuité historique d'un peuple.
il doit organiser la société de telle manière à ce que les institutions nécessaires à son fonctionnement soient là. Et ensuite, il doit toujours se dire qu'il ne peut pas se substituer à la société et encore moins prétendre créer la société. Il doit l'organiser, l'encadrer, la réformer, mais l'État ne doit pas absorber la société au point de vouloir se confondre avec elle, comme on le voit aujourd'hui avec l'administration publique qui s'est déployée à un point tel qu'elle prétend aujourd'hui on pourrait dire, se confondre avec la société et la reprogrammer en fonction de la lubie idéologique du moment. J'aimerais aussi parler donc des médias. Vous dites que beaucoup de journalistes sont des militants sans même s'en rendre compte. À votre avis, comment lutter contre cela? Et puis, comment créer un monde médiatique qui serait plus sain que ce qu'il est actuellement en France? Alors, je pense que la bonne manière de lutter contre cela, c'est d'abord en nommant ce que l'on voit lorsqu'on est devant un journaliste militant. Ça, je pense que c'est absolument nécessaire quand on a l'impression, ça nous est tous arrivé, d'être interviewé par un journaliste qui, sans s'en rendre compte, normalise, légitime des concepts hyper militants en prétendant que c'est un vocabulaire objectif. Je pense qu'on a le pouvoir, on a le devoir même de le faire remarquer aux journalistes en question. En disant, il y a un a priori idéologique dans votre propos, il y a un implicite idéologique dans votre propos. Donc, je pense qu'il faut désacraliser la figure du journaliste et nommer ce qu'il fait lorsqu'il prétend être journaliste alors qu'il est militant. Première chose. Ensuite, pour le reste, je pense qu'on est dans une transformation de l'univers médiatique. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les grands empires médiatiques qui se maintiennent, qui se recomposent. C'est absolument essentiel. C'est l'univers dans lequel nous vivons. Puis il y a aussi des initiatives médiatiques nouvelles qui permettent, dans les faits, c'est ce que vous faites, c'est ce que d'autres font, de dégager des espaces qui transforment les modes de la conversation publique. La réhabilitation du long format aujourd'hui, c'est pas un détail, c'est assez impressionnant de voir le format qui était le plus contre-intuitif qui soit, le long format, est réhabilité aujourd'hui. Ça permet d'aller plus en profondeur que la formule du clip. Ça permet aussi de faire émerger des personnes qui autrement n'auraient pas été reconnues ou adoubées par le système médiatique. Donc, un espace qui permet aujourd'hui la mise en valeur de voix qui autrefois auraient été étouffées ou n'auraient pas été reconnues. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, sur le plan juridique, je pense qu'il faut encore une fois faire sauter toutes les lois qui, d'une manière ou de l'autre, peuvent vous conduire au tribunal parce que vous avez déplu à telle ou telle association. Le fait qu'avec la 17e chambre et ainsi de suite, ça, c'est délirant. Le fait que pour avoir dit un truc X qui choque ensuite l'association Y, mais qui prétend parler au nom de l'individu Z qui n'a rien demandé par ailleurs, eh bien, ça, puis on vous amène devant la 17e chambre, vous êtes victime d'harcèlement juridique. Pour moi, ça, c'est du délire. Donc, un gouvernement de droite, pour reprendre la formule, si jamais il y en a un jour, devrait se donner comme tâche de maximiser les libertés publiques et notamment la liberté de la presse. Ça, je crois que c'est absolument fondamental. Est-ce que vous pensez que des personnages comme Éric Zemmour pourraient aujourd'hui émerger en télé traditionnelle, classique? Est-ce que c'est encore possible? Alors, vous savez, l'histoire de Zemmour est une histoire particulière. Zemmour apparaît d'abord comme un journaliste qui est en désaccord avec le mainstream, mais il n'est pas immédiatement satanisé ou diabolisé. C'est à partir d'une position dans le système qu'il va marquer un désaccord progressif au point de devenir l'opposition officielle dans le système. Donc il fait de l'entrisme? S'il ne fait pas de l'entrisme, Non. parce qu'au début, il est tout à fait sincère dans ses positions. C'est une forme de chevènementiste de gauche-droite. Et il va évoluer. Mais il va évoluer à un moment donné, puis le type a une éthique absolument irréprochable. Il dit ce qu'il pense. Qu'on ne cherche pas chez Zemmour à l'entendre dire le contraire de ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense, puis un jour, il y a des effets qui se produisent. C'est son passage. Alors, il était déjà connu auparavant, mais à son moment, son arrivée, on n'est pas couché. C'est qu'il dit des choses que plusieurs sentaient, pensaient, mais qui étaient inimaginables médiatiquement à ce moment-là. Et là, ça trouve son public. Puis quand il arrive ensuite à CNews, eh bien, on lui donne une tribune. Encore une fois, c'est presque un anti-modèle. Une tribune où il peut parler longtemps et dire des choses que les médias n'autorisent pas à dire. Mais il trouve un public, je ne dirais pas immédiatement, mais qui très rapidement se reconnaît en lui parce qu'il devient presque il occupe la fonction tribunicienne dans le système médiatique. Ensuite... Vous l'avez remplacé? J'ai eu le privilège de lui succéder. Remplacer, j'oserais pas dire ça. Mais je lui ai succédé. Bon, ça, j'en suis très, très, très heureux. Mais il faut voir que ça s'appuyait, chez Zemmour, ça s'appuyait sur une œuvre, mais qui remonte aux années 90. C'est-à-dire, il faut lire son Chirac, l'homme qui ne s'aimait pas, Balladur immobile à grands pas, le livre noir de la droite, qui est, à mon avis, qui demeure son livre le plus important. Zemmour, c'est pas seulement une parole qui apparaît à partir de rien. Il y a tout un travail de construction intellectuelle qui va l'amener un jour à croire qu'il doit poursuivre son aventure politiquement. C'est une aventure qui se poursuit aujourd'hui, qui n'a pas donné le résultat qu'il souhaitait au début, mais qu'il maintient. Mais ce qui est certain, c'est qu'il fut un temps où la droite politique
était complètement anéanti intellectuellement. C'est lui qui occupait la fonction que la droite politique refusait d'occuper en France. Qu'est-ce que vous pensez de l'existence des safe places? Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se dit que dans les discours politiques, dans les discours qu'on tient dans les médias, il faut faire absolument attention à ne pas blesser? Je trouve ça complètement fou. Non. Ensuite, j'ai pas le plaisir de blesser qui que ce soit dans la vie, mais puisqu'on vit dans un environnement où n'importe qui peut se sentir blessé pour n'importe quoi, si on décide d'intérioriser dans son discours et sa réflexion toutes les blessures potentielles qu'on peut susciter dans une société d'hyperfragiles, ce que mon ami Richard Martineau au Québec appelle les petits lapins, eh bien, on ne fera jamais rien. Donc, à un moment donné, moi, j'invite chacun à se faire pousser un peu de cornes. C'est la chose à faire. C'est-à-dire, achetez-vous une armure, louez-vous une armure, donnez-vous l'impression que vous êtes capable de traverser ce que vous vivez comme une offense, et vous allez voir, ça va aller mieux. Mais je pense qu'on ne doit respecter d'aucune manière cette morale nouvelle qui cherche à nous dire qu'on ne doit rien dire dans la crainte où on pourrait probablement vexer le cousin de son cousin et son frère. Et ensuite, de toute façon, il y a les brigades aujourd'hui d'indignés professionnels qui se sentent blessés en toutes circonstances dès lors qu'on remet en question leur adhésion au dogme X, Y ou Z. Alors, encore une fois, je pense qu'en ces matières, il faut faire preuve... il ne faut pas provoquer pour provoquer en voulant blesser. On est des garçons civilisés, on est des filles civilisées, on est des gens civilisés. Mais ensuite, on ne doit pas s'interdire de dire ce que l'on croit vrai parce que ça va peut-être heurter une personne ou une autre. Ça, je pense que c'est une question de simple bon sens. Par ailleurs, encore une fois, mais j'y reviens, j'ai l'air d'un obsessif là-dessus, mais il faut déconstruire l'appareil juridique qui permet aux petits fragiles de vous poursuivre lorsqu'ils ne sont pas heureux. Il faudrait aussi définancer les organisations qui ont les moyens de vous traîner devant les tribunaux simplement parce qu'ils ne sont pas heureux de ce que vous avez dit. Donc, il faut déconstruire financièrement et juridiquement l'appareil répressif d'État délégué à la société civile qui opère aujourd'hui une forme de contrôle de police de la pensée et qui, dans les faits, fonctionne sur le mode du « vous avez blasphémé ». Ça me semble essentiel. Oui, ça, c'est une situation qu'on connaît très personnellement avec Dora. C'est-à-dire que nous, on est régulièrement attaqués en justice par des associations, dans mon cas comme SOS Racisme, et dans notre cas, toutes les deux... Pour avoir diffusé, si je ne me trompe pas, les statistiques du ministère de l'Intérieur. Dans mon cas, moi, oui. Donc, c'est assez improbable parce qu'en fait, si vous voulez, vous êtes attaqué en justice par une association financée par l'État, voilà, par mes impôts. Non, mais en plus, je veux dire, l'association est financée sur des fonds publics et elle vous reproche de tenir des propos dont, en fait, dont les statistiques qui ont été produites ont aussi été produites à partir de fonds publics. Oui. C'est un peu l'État s'attaque lui-même, quoi. Oui, bien sûr. Dans notre cas, nous deux, voilà, on est poursuivis par SOS homophobie, Stop homophobie, tous les trucs comme ça et tout, en effet, subventionnés par des fonds publics. Pour ça que en ces matières, il faut, pour ces associations et bien d'autres, moi, je suis de l'avis qu'il faut leur couper. De toute façon, tout le monde, on sait, l'État est en ruine. Bon, mais parfait, on va commencer à couper. Donc, il faut couper systématiquement les fonds pour les associations militantes. Vous voulez militer, vous avez tous les... Ensuite, il faut leur interdire de vous poursuivre. Ensuite, vous aurez tout le droit, comme association de SOS, j'en sais rien, de faire une lettre dans Mediapart ou dans je ne sais quel journal essentiel pour dire à quel point une lettre ouverte pour vous critiquer. C'est très bien, ça, moi j'ai aucun souci avec ça. Qui vous critique même sévèrement, qui écrivent une lettre par jour, qui fasse 50 tweets par jour, on s'en fout. Mais l'État, vous, moi, ne doit pas, avec notre argent, emprunter d'ailleurs dans les 5 générations qui suivent parce que tout est ruiné, on ne doit pas financer le travail militant. Mais dans les faits, à l'échelle de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de délégation à des organisations de la société civile du travail autrefois réservé aux polices politiques. Oui, donc, c'est une police politique, c'est la police idéologique du régime qui, se réclamant de la société civile plutôt que de l'État, passe pour l'expression de la démocratie libérale, mais c'est le contraire, là. C'est une forme de petite Stasi qui vient d'en bas, mais qui est financée par le haut. Tout à fait. Quelles sont les racines de ce politiquement correct? Historiquement, d'où ça sort? Est-ce que ça n'a pas toujours existé, après tout? Non, toute société a sa part de morale, évidemment, pour le meilleur et pour le pire, puis elle est normalement, généralement, toujours un peu trop pesante. Mais le politiquement correct, c'est autre chose. Le politiquement correct, c'est, on pourrait dire, c'est l'institutionnalisation symbolique et morale
des discours liés à la contre-culture à partir des années 60-70 et traversé par ailleurs par la conception répressive de la liberté d'expression qui était celle des soviétiques, mais aussi des marxistes occidentaux comme Herbert Marcuse. Marcuse disait, grande figure de la pensée des années 60-70, Marcuse disait « La liberté d'expression, c'est la liberté de contester les discours dominants. C'est pas la possibilité accordée aux autorités, aux dominants, aux bourgeois, de dire ce qu'ils veulent et de masquer derrière la liberté d'expression un discours répressif. » Tout était déjà là. Donc, non, je pense qu'il faut à la fois tenir compte de l'héritage de la contre-culture, qui est un héritage qui, quoi qu'on en dise, est un héritage qui était porté, qui était une tentation fanatique assez rapidement, l'héritage de la gauche radicale occidentale, qui a connu sa mutation culturelle et idéologique dans les années 50, 60, 70, 80, et aussi l'empreinte invisible mais bien réelle du totalitarisme dans nos sociétés, qui en est venu à partir des années 90, paradoxalement, à codifier juridiquement nos sociétés à partir d'une matrice qui était tout à fait étrangère au principe libéral. Donc ça, je crois que c'est une longue histoire qu'on peut écrire, mais fondamentalement, c'est le lieu, j'ai souvent écrit là-dessus, c'est assez connu maintenant, plusieurs écrivent sur ça, le basculement de la gauche dans les années 60 de l'économique au culturel, le fait qu'il faut institutionnaliser une nouvelle morale et de marquer la répression des forces jugées dominantes ou réactionnaires, créer les conditions plus largement d'une répression des paroles jugées aliénantes ou réactionnaires ou conservatrices ou dites d'extrême droite. C'est une histoire qui s'écrit sur une cinquantaine d'années. Mais le résultat, c'est que nos sociétés se croient libres alors qu'elles ne le sont plus. Quand on vous écoute, on croirait que la liberté, c'est... Enfin, je veux dire, tout le monde a un système de valeurs et on place certaines valeurs, parfois au-dessus d'autres. Quand on vous écoute, on a l'impression que pour vous, la valeur la plus importante, la plus fondamentale, c'est la liberté. Est-ce que ça existe vraiment? Ben, j'espère. J'espère que c'est le cas pour la plupart d'entre nous, sinon pour nous tous. Je veux dire, la liberté, c'est quand même la marque distinctive de la bête humaine. Mais vous pensez que ça existe vraiment, la liberté? Ça peut vraiment exister? Ah oui. Tout le moins, il faut espérer. Si on renonce à l'idée de liberté, on consent inversement une forme de déterminisme tel qui nous transforme justement, qui nous ramène au niveau de l'espèce plutôt que de la singularité de l'expérience humaine. L'expérience humaine, c'est une expérience où on transcende l'espèce en prétendant assumer individuellement quelque chose comme une trajectoire singulière pendant notre bref passage sur Terre. Donc, et par ailleurs, la liberté, ou avec des majuscules, oui. Les libertés, ah oui. Moi, je crois à la liberté en tant que telle. Enfin, je ne crois pas du tout à la liberté des postmodernes, qui est une liberté d'auto-engendrement. C'est-à-dire que la liberté, pour moi, est à partir d'un donné, d'une prédisposition, d'une orientation personnelle. C'est ensuite un travail à partir du donné, d'une manière de se sculpter soi-même, de s'orienter, de se définir pour prendre en main son existence. Mais comment dire, Vous dites vous-même que vous avez une certaine nature. Oui, non, je pense que voilà, c'est la rencontre. On a une nature, et ensuite, on n'est pas enfermé une fois pour toutes dans notre nature. Notre nature porte des possibilités contradictoires. Puis on a toujours une part de soi dont on ne sait que faire. C'est-à-dire, on est dans l'espace public, même dans la vie, on se construit à partir de certaines prédispositions en soi, mais on en a laissé d'autres de côté. Puis de temps en temps, ces autres prédispositions qu'on a en soi viennent nous hanter un peu en disant « Ah, j'aurais pu devenir aussi ça. J'aurais pu... Ah, je pense aussi ça. » Donc, je pense que la bête humaine porte en elle ses contradictions, mais c'est aussi un signe de liberté, ça, que de toujours garder en soi la possibilité d'un renouvellement de l'être humain, tout en sachant ensuite qu'on est à peu près ce qu'on est. Pourquoi votre « j'aurais pu » ? J'aurais probablement pu faire de la politique. J'aurais probablement... En fait, j'aurais pu décider d'avoir une existence non pas intellectuelle, mais engagée pleinement dans la vie politique. J'aurais, dans un autre monde, qui serait un monde où... mais qui n'est pas si ancien que ça, j'aurais surtout été un professeur d'université tranquille. À la rigueur, parce que je me connais un peu, j'aurais eu une chronique dans une revue culturelle hebdomadaire, j'en sais rien, mensuelle peut-être, certainement pas... comme aujourd'hui, j'aurais eu une vie tranquille d'universitaire qui aurait, avec une personnalité plutôt conservatrice, et les circonstances en ont voulu autrement. Mais dans mes fantasmes, là, je suis quelque chose comme un prof dans une université, un peu à l'abri de la grande ville, et enseignant tranquillement soit la philosophie politique, soit l'histoire romaine. Mais la vie en a voulu autrement, et je ne m'en plains pas. Mais cela dit, je reviens à votre question, les libertés publiques, ça, c'est quand même fondamental. Parce qu'on les sacrifie rapidement et c'est dur à reconquérir. Et
Et je pense qu'en plus, c'est le génie de notre civilisation que d'avoir parié sur la bête humaine, d'avoir parié sur l'être humain, d'avoir parié sur cette créature improbable capable du pire, mais aussi du meilleur, la plupart du temps plutôt médiocre, mais au fil du travail des générations, pour peu qu'on ne saccage pas tout à chaque génération, on crée un ordre un peu plus civilisé au fil du temps. Bon, ça, c'est mon côté burkéen, c'est mon côté conservateur. Mais je crois vraiment ça, ce qui fait que... Et puis je n'oublie jamais une chose, j'ai des convictions très fortes, en plus, je ne les cache pas. Et je n'oublie jamais que j'ai devant moi des gens qui pensent exactement le contraire de ce que je pense et qui sont eux aussi convaincus d'avoir raison. Ça, pour moi, c'est la donnée fondamentale du problème politique. J'ai absolument raison, mais il est persuadé d'avoir absolument raison. Qu'est-ce qu'on fait si on ne veut pas s'entretuer? On crée un système qui cherche à civiliser le conflit par le débat, qui fait en sorte que le pouvoir n'est jamais définitivement acquis par quelqu'un, qu'il y a des mécanismes qui font en sorte que si je suis meilleur que lui, puis on réussit à convaincre le grand nombre, je suis capable de gagner, puis il peut gagner la fois suivante. Donc je crois que ce sont des mécanismes régulateurs de la part conflictuelle qu'il y a dans la bête humaine. Ça, je pense que c'est à peu près la fonction de la démocratie libérale. Donc je ne suis pas du tout un utopiste, mais pas du tout. Pour le reste, et pas, une fois que j'ai dit liberté, mais je crois à l'enracinement. Je crois vraiment à l'enracinement. Je pense qu'un individu... La liberté, pour moi, c'est pas le fait d'être une espèce d'individu sans langue, sans culture, sans mémoire, sans religion, sans identité, autrement dit, une espèce de petit rien grelottant perdu dans un monde trop froid pour lui. Mais je pense que c'est une valeur qui est quand même... c'est plus qu'une valeur, c'est un principe cardinal qui même au cœur du génie occidental. Est-ce que vous avez un conseil pour nos auditeurs? Imaginons un auditeur qui n'ose pas dire ce qu'il pense, se sent bloqué dans le politiquement correct, ne sait pas comment faire pour sortir de ça. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire de façon très pragmatique? D'essayer une première fois. C'est très bizarre. C'est-à-dire, c'est presque... Je suis trop gêné pour faire ci, pour draguer, pour chanter en public, pour prendre la parole. Essaye une première fois. Et tu vois, ça vient à un moment donné, la barrière mentale cède, ou à tout le moins se craquelle, se fissure un peu. Puis on découvre qu'on était capable de faire ce qu'on ne croyait pas possible. Bon, évidemment, mieux vaut toujours se former aussi. Donc, lisez quand même. Ça, c'est toujours utile. Ne vous contentez pas d'avoir des opinions, ça, on en a tous. Mais lisez véritablement. Lisez les choses qui vous plaisent et aussi les choses qui ne vous plaisent pas. Mais au dernier moment, c'est presque une question de tempérament. Si vous êtes très gêné, osez. Puis vous allez découvrir que dans le débat public, quand vous dites quelque chose qui est généralement interdit, mais votre voisin ou son voisin vous chuchotez à l'oreille « je suis d'accord avec toi ». Et là, vous découvrez soudainement que vous êtes plus d'un à penser des évidences qui sont refoulées et interdites. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup pour cet entretien. Nous rappelons aux personnes qui regardent qu'elles peuvent se procurer votre livre « L'Empire du politiquement correct » paru aux éditions du Cerf, ainsi que tous vos autres livres. Et vous retrouvez sur la chaîne de télévision CNews dans l'émission Face à Bock-Côté et Face à l'info. Merci mille fois. Merci à vous. Si vous êtes encore là, c'est que le contenu qu'on produit vous plaît. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Partagez cette vidéo autour de vous, likez-la et surtout, par-dessus tout, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous nous soutiendrez, plus on pourra en fait continuer à produire des vidéos. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble, main dans la main. Donc s'il vous plaît, faites cet effort-là, ça changera tout pour nous. On compte sur vous et puis si vous avez envie, vous pouvez en plus de ça nous faire un don. Les infos sont sous la vidéo. Merci et puis surtout à bientôt.